la question est éternelle de savoir qui fut premier, l'œuf ou la poule. Je crains que la question reste éternellement sans réponse. Et rassurez-vous, on ne va pas essayer aujourd'hui d'y répondre. Et on va partir sur deux certitudes. La première certitude que nous partageons tous, c'est que les poules font des œufs. Ça, je crois qu'il n'y a pas de contestation. La deuxième certitude m'a valu quelques rires, c'est que les œufs de mes poules sont meilleurs que les autres. Alors, généralement, les rires sont un peu condescendants, un peu amusés, mon pauvre vieux, bon, ça va, pas trop gaga. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Claude Aubert, qui est un ingénieur agronome spécialiste de nutrition, et j'ai eu le plaisir de passer une semaine avec lui. Alors, forcément, quand on passe une semaine avec quelqu'un, on raconte un petit peu ses bêtises quotidiennes, et j'ai pas manqué de lui dire que les œufs de mes poules, tu sais, sont meilleurs que les autres. Accueil condescendant. Sauf que, une semaine après qu'on se soit quitté, je reçois un mail de Claude Aubert qui me dit écoute, tu sais, tu avais raison. J'avais raison. Il me dit je viens de faire une étude pour une société italienne, peu importe, qui m'a demandé de faire des comparatifs entre les œufs. Alors j'ai pris 3 catégories. J'ai pris la poule conventionnelle. La poule conventionnelle, ça vous parle, la poule conventionnelle? Elle est installée, là, elle a, pour toute sa vie, une feuille à 4, là. Hein, puis elle est dans un HLM à poule, là, et puis elle fait des œufs. Puis quand elle a fini de faire des œufs, elle passe à la casserole. C'est une vie super. Ça, c'est la poule conventionnelle. Il y a la poule bio, c'est vachement mieux. La poule bio, elle a droit, elle, à 5 mètres carrés. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu de poule, une poule sur 5 mètres carrés, au bout d'une semaine, maintenant, il ne reste plus rien. C'est le désert, elle a gratté, elle a tout bouffé, il n'y a rigoureusement plus rien. Mais elle est bio. Et puis, il y a la poule en libre parcours. Les poules de luxe, je les appelle. Je leur explique tous les jours qu'elles sont des poules de luxe. Des poules en libre parcours. Et celles-là, elles ont de l'herbe à bouffer, elles peuvent courir après des sauterelles, elles peuvent se faire les gambettes, etc. Elles pondent un peu moins, donc c'est pas terrible, c'est pas intéressant économiquement. Mais gustativement, c'est... Et j'ai fait un comparatif, me dit-il, entre les 3. Et oh, surprise, il y a plus d'écart sur le plan nutritionnel, je parle nutritionnel, entre la poule de libre parcours et la poule bio qu'entre la poule bio et la poule conventionnelle. Alors ça m'a quand même sérieusement questionné. Du coup, je me suis lancé dans des petites enquêtes qui m'ont amené à découvrir un certain nombre de choses. Je vais vous en faire partager 4. Premier point, on n'a pas trop le temps, je ne vais pas vous le laisser deviner, mais je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez combien de kilomètres parcourt un produit entre l'endroit où il est produit et votre assiette, là, vous allez le consommer? Rapidement, vous avez l'idée? Non. 6000 kilomètres. 6000 kilomètres, si on tient compte de l'ensemble des ingrédients qui viennent parfois, ils peuvent venir d'Asie, s'il y a du riz, etc., s'il y a des choses, s'il y a du chocolat, s'il y a l'emballage, 6000 km. Ça, c'est la moyenne. Deuxième point, que se passe-t-il si on coupe le robinet du pétrole? Alors, d'abord, ça arrivera un jour, puis ensuite, la folie humaine n'ayant pas de limite, en ce moment, on a quelques exemples intéressants. Le robinet du pétrole qui se coupe, ce n'est pas forcément pour dans très très longtemps. 3 jours. Vous avez à bouffer pour 3 jours. Dans le système de distribution actuel, point. Après, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Un autre point, troisième, qui a été mis en avant par le professeur Joyeux, c'est si vous mangez des pêches et que vous avez l'intention d'ingérer en même temps que la pêche autant de nutriments que dans les pêches des années 50, il faudrait que vous en mangiez 52. Le progrès est en marche. Et dernier point, on va revenir sur Claude Aubert. Claude Aubert, lui, il a proposé le point de repère suivant. Si vous cueillez un fruit ou un légume à maturité et que vous lui donniez une valeur nutritionnelle de 100. À maturité, vous le cueillez 100. Le lendemain, 90. Sur le lendemain, 80.
et ça va descendre, ainsi de suite. À la fin de la semaine, si vous êtes à 20, c'est déjà pas mal. Alors vous imaginez ce que vous avez dans votre assiette si le fruit ou le légume, il a été cueilli non pas à maturité, mais suffisamment pas mûr pour supporter le voyage. Là, il vous reste rigoureusement plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se jette par la fenêtre, on dit de toute façon on bouffe tellement mal qu'on comprend pourquoi on a un certain nombre de maladies dues à des carences. Bref, enfin. La réponse, elle est tellement simple. Comme très souvent, quand on a des questions compliquées, les réponses sont terriblement simples. Et la réponse, c'est très simple, c'est manger local. Manger local, alors ça a immédiatement, vu ce qu'on vient de dire, un certain nombre de vertus. Forcément, si on ne fait plus 6000 km, on va consommer moins d'énergie fossile, on va donc émettre moins de CO2, moins de gaz à effet de serre. Donc économiquement, c'est intéressant. Puis en plus, on va faire plaisir à nos voisins producteurs. C'est déjà pas mal. Et puis, très égoïstement, pour soi, on va avoir des produits d'une qualité nutritionnelle quand même nettement plus intéressante. Et ce qu'il y a de vexant dans cette affaire, c'est de réaliser que il y a un siècle, à la fin du 19e, toutes les communes de France étaient autosuffisantes sur le plan alimentaire, y compris Paris qui était particulièrement bien nourri par sa couronne de maraîchers qui en plus travaillait en permaculture. Ça, c'est un autre sujet, on ne va pas développer ce soir. Si on me réinvite, je vous expliquerai, mais ce n'est pas franchement le sujet du jour. Donc, toutes les communes de France étaient autosuffisantes. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire la même chose? C'est une question que s'est posée une petite ville du nord de l'Angleterre, qui s'appelle Todmorden, en 2008, ville industrielle en plein déclin, passée de 45 000 habitants à 15 000, taux de chômage 30%, délinquance explosive. Il y a des femmes. Dans ce genre de choses, je trouve qu'il y a souvent des femmes. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et il y a des femmes qui se sont réunies, en Angleterre, on se réunit au pub, et au pub, elles ont dit, mais on ne va pas rester comme ça. C'est pas possible. Et elles ont décidé de se réapproprier leur alimentation. Et elles sont parties d'actions très simples, très petites actions. C'était de cultiver les parcelles qui étaient disponibles dans l'espace public de la ville et de mettre un petit panneau dessus, nourriture à partager, servez-vous, c'est gratuit. Et elles sont parties sur une utopie qui est la suivante, c'est de dire en 2018, on sera autosuffisant sur le plan alimentaire sur un rayon de 50 miles. 3 ans après, elles étaient à 83%. Alors mince quand même. Si au nord de l'Angleterre, on est capable d'atteindre en 3 ans une autosuffisance alimentaire à 83%, peut-être que dans le sud-ouest de la France, on devrait pouvoir arriver à la même chose. Alors c'est ce que je me suis dit, et en 2013, j'ai lancé avec d'autres associations sur Albi les incroyables comestibles. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça ou pas. Donc le principe est celui qu'on vient de dire sur Todmorden. On cultive des parcelles privées au public et on met un panneau dessus, nourriture à partager, servez-vous, c'est gratuit. Alors, pour être très sincère, ça n'a pas été forcément très facile tout de suite avec la ville d'Albi. Quand vous avez une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est très fière de ses 4 fleurs, et que vous avez des oiseaux qui viennent planter des tomates qui forcément un jour flétrissent, et puis qu'il y a plein de paille sur les trottoirs et les carrefours de la ville, ce n'était pas le grand bonheur. Bon, ça a mal démarré, mais après ça, on s'est apprivoisé, tellement bien apprivoisé que en janvier 2015, la ville a signé avec nous, les incroyables comestibles, une convention s'engageant à l'horizon 2020, c'est la fin de leur mandature, vers l'autosuffisance alimentaire dans un rayon de 50 km. Alors, on n'est pas quand même tout à fait complètement cinglé. On ne s'imagine pas que c'est en plantant 3 pieds de tomates sur les plates-bandes de la ville ou sur les carrefours, les ronds-points, etc., qu'on va nourrir une agglomération de 80 000 habitants. Non. Non. On a monté une stratégie avec les acteurs locaux que nous impliquons dans cette démarche et nous avons entrepris d'agir sur 4 points. 4 points que sont la production, la transformation, conservation, la distribution et la formation, éducation. On va commencer par le 4e. Pourquoi formation, éducation? Parce que si on fait plein de choses pour produire plein de choses sur place, mais que nos concitoyens continuent à aller acheter des haricots verts qui viennent du Kenya,
ou des tomates qui viennent du fin fond de l'Andalousie, ça n'aura pas servi à grand-chose. Donc cette étape d'éducation, nous la menons avec 3 acteurs principaux, les services techniques de la ville et les élus, nous, les incroyables comestibles, et le personnel pédagogique du primaire. Et là, on travaille avec les enfants pour leur réapprendre à mettre les mains dans la terre, ou leur apprendre. Il y a un travail qui est vraiment passionnant à faire avec les enfants. Vous connaissez tous cette anecdote parce qu'elle a été largement répandue. On demande à des enfants petits de représenter un poisson. Ils vous font un parallélépipède rectangle. C'est un petit peu dommage. Et moi, ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'il y avait un gros travail à faire avec les enfants, et pas uniquement avec les enfants des quartiers, comme on dit, sur d'où viennent les fruits et légumes. Par exemple, pour tous ces mômes, des pommes qu'on trouve dans les arbres, ce sont des projectiles. Les pommes qui se mangent, ah ben non, ça ne se mange pas, ça. Ce qui se mange, c'est ce qui est dans des barquettes en GMS. C'est pas une blague, c'est vraiment la réalité. On en est là. Moi, je sais que j'ai essayé pendant un temps de travailler avec les Restos du Cœur, et j'étais vraiment triste de voir que les légumes, ça ne les intéresse pas beaucoup. Et le nombre de nos contemporains qui ne savent pas par quel bout ça s'attrape un poireau, c'est un vrai sujet. Donc ça, on règle ça à la base. On règle ça. On se cogne à ce problème à la base avec les enfants, et on espère que ça va remonter avec les parents. C'est en cours, pendant que je vous parle, là, octobre 2015, c'est une action qui est lancée. On n'est plus dans les projets, c'est lancé. Deuxième point, c'est la distribution. La distribution, là aussi, il ne suffit pas de produire, il faut distribuer. 2 axes. Le premier axe, c'est avec les marchés locaux qui ne sont pas terribles, pas dans le Tarn. Il y en a un très bien réellement, mais à Albi, ce n'est pas florissant, ce n'est pas vivant. Et je pense que nous pouvons grandement les améliorer pour qu'il y ait à la fois plus de producteurs, et s'il y a plus de producteurs, il y aura plus d'acheteurs pour acheter ça. Et en même temps, comme malheureusement on ne va pas changer du jour au lendemain les habitudes de nos contemporains, de nos concitoyens, de vous, pas de moi parce que j'ai déjà changé, mais vous, je ne pense pas que vous avez tous changé, c'est-à-dire vous faites encore partie de ceux qui, à 95%, achètent leur nourriture en grande distribution. Et là, donc, on a été voir la grande distribution, et on est en train, là, de signer une convention avec les 3 acteurs principaux sur Albi pour que tous les ans, ils achètent plus de produits locaux, sans pour autant, s'il vous plaît, messieurs et dames, étrangler les producteurs locaux, parce qu'ils savent très bien faire. Et ça, c'est le deuxième point qui est en train de fonctionner. Le troisième point, qui était mon second, à savoir transformer et conserver. Bon, tout le monde sait, parce qu'on a toujours entendu parler, surtout ici, on n'est pas très loin de Marmande, 3e semaine du mois d'août, on jette des camions entiers de tomates sur la route. C'est quand même assez scandaleux. On ne va pas amener des personnes à produire pour que on jette ça. Il n'y a pas beaucoup de transformation dans le Tarn. On va les aider, les accompagner pour qu'il y ait la transformation et de la conservation qui se mettent en place. On a déjà un acteur qui nous suit, c'est la cuisine centrale d'Albi, qui tous les jours sort plusieurs milliers de repas et qui est très intéressé par le fait de s'équiper en personnel et en matériel pour conserver, transformer. Et le premier point, c'est la production. Ce point-là est déjà en train de bouger, puisque la mairie achète 70 hectares de terres maraîchères. Il y en a 10 qui sont déjà acquis, 60 qui sont gelés et qui vont l'être. Et sur ces 10 hectares, nous avons déjà installé 2 nouveaux maraîchers, et nous sommes en train d'en installer un 3e. Et lorsqu'ils seront tous en place, ils auront droit en plus à une maison pour vendre sur place leurs produits. Et en même temps, je passe une convention avec le lycée agricole de Font-Labour, qui est propriétaire de 3 fermes sur le Tarn, où ils produisent surtout des céréales, et qui vont convertir chaque année du céréalier en maraîcher. Cette convention est en train d'être signée à la condition que nous écoulions leur production sur les marchés et dans la grande distribution. C'est concret, c'est en cours, c'est parti d'une utopie qui est venue d'Angleterre jusqu'à moi et que j'ai répercuté sur les trottoirs de la ville en foutant de la paille partout. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Ça veut dire que ces petites actions peuvent entrer dans le concret, pour moi qui suis un modeste parmi les modestes, et pour vous, ça peut être concret demain, et ça me donne l'occasion de conclure avec
cette légende amérindienne qui a été rendue célèbre par Pierre Rabhi, celle du colibri. La forêt est en feu, l'incendie fait rage. Tous les animaux foutent le camp, chassés par l'incendie, sauf le petit colibri. Et le petit colibri fait la navette entre la rivière et l'incendie, et il jette sa goutte d'eau sur l'incendie. Il y a le tatou qui le regarde, qui lui dit « Non mais ça va pas, non ? C'est pas avec ça que tu vas éteindre l'incendie ?» Le colibri dit « Je sais, mais je fais ma part. » C'est mon cas, ça peut être le vôtre.